conférence dans le cadre de la Transformation Meeting Day organisée par Medisoft et la COC numérique. Alors nous allons traiter de deux thèmes très voisins et néanmoins complémentaires que sont l'internationalisation de nos entreprises et son financement et au sens plus large le financement. J'ai aujourd'hui à mes côtés pour cette table ronde Mathieu Paconneau. Mathieu, bonjour, vous êtes président du groupe ProfitCorrect. À ma droite, j'ai la chance d'avoir Daniel Albagnac. Daniel, bonjour. Vous êtes associé fondateur de Nextra Partners et vous allez aujourd'hui aussi cumuler les fonctions puisque vous représenterez l'APEX. Et puis en digital, en visio, j'ai aussi la chance d'avoir Serge Rocky, qui est directeur client financing chez IBM. Bonjour monsieur Rocky. Yann Gosselin, bonjour Yann. Vous êtes chargé d'affaires des entreprises innovantes au CIC. Et bonjour Yann. Et Florian Richard, bonjour. Vous êtes chargé d'affaires internationales également au CIC. Merci d'être avec nous pour cette séquence liée à l'international et à son financement. Mathieu Paconneau, nous allons commencer par vous. Vous êtes, je l'ai dit, le président de ProfitCorrect, un groupe d'expertise. La première des choses, lorsqu'on doit parler d'international, c'est d'abord bien se préparer. Mathieu, on va vous permettre de récupérer. Merci. Mathieu, bien se préparer pour aller à l'international, avoir en quelque sorte sa boîte à outils, qu'est-ce que cela signifie? Merci Francis, bonjour à tous. Effectivement, partir sur l'international, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Ça se prépare d'un point de vue juridique, ça se prépare d'un point de vue humain, ça se prépare d'un point de vue financier. Et je vais aborder quelques questions aujourd'hui d'ordre financier. Il arrive souvent que le marché une communication différente. Mais pour autant, dans la majorité des cas, s'aventurer à l'international, c'est d'abord une affaire de préparation. Donc la première étape, c'est d'abord de définir pour nous une stratégie claire et de mettre des moyens en corrélation de ce développement-là. Alors comment y arriver, hein? C'est tout d'abord, est-ce que j'y vais seul? Est-ce que j'y vais avec une entreprise locale? Est-ce que j'y vais avec ce qu'on appelle une joint venture ou avec une structure commune avec un acteur local? Donc c'est déjà d'abord penser à soi et comment est-ce que j'ai envie de travailler? Est-ce que j'ai envie d'y être seul ou donc accompagné? La deuxième étape pour nous, c'est évidemment de préparer une notion budgétaire. Et dans ce cas-là, c'est effectivement de provisionner un certain nombre de coûts et de ne pas oublier qu'il y a un certain nombre de coûts. Il y a des coûts liés au déplacement, il y a des coûts de communication, des coûts évidemment humains, des coûts de prospection. On y reviendra, notamment les coûts de prospection aujourd'hui peuvent être pris en charge par le plan de relance export qui vient de sortir depuis un peu moins de 2 mois par l'intermédiaire du gouvernement. On a des problématiques de propriété intellectuelle, donc il faut se poser la question du est-ce que mon brevet aujourd'hui est suffisamment protégé si demain je vais dans un pays en particulier. La création des structures, la gestion de ces structures, le recours à du conseil en local, le recrutement de personnel en local également, ou est-ce que j'envoie mes équipes, voire est-ce que je fais un recrutement spécifique avec un recrutement en VIE. Donc tous ces éléments-là doivent être évalués et provisionnés et donc après peuvent être sujets à financement. Et donc dans les financements, on a évidemment les problématiques liées à la partie bancaire. Et là, effectivement, il faut qu'on se rapproche de notre partenaire bancaire habituel. On en parlera tout à l'heure avec le CIC, bien sûr. Tout à l'heure. Il faut également se rapprocher de BPI, qui aujourd'hui dispose de 51 solutions d'accompagnement à l'export. Je vais en citer quelques-unes. L'assurance prospection, qui permet de faire un soutien à la trésorerie, et l'assurance contre le risque d'échec des démarches de prospection. On a aussi l'assurance caution à l'export, on a le crédit, on a du prêt sans garantie et on a du prêt participatif. Au niveau RH, on a le VIE, donc le volontariat international à l'étranger. C'est donc envoyer un profil français selon les conditions sociales françaises dans un autre pays afin de le garantir aussi aux salariés français qu'ils soient protégés selon les normes françaises. Dans le plan de relance, j'en ai parlé, on a les chèques relance, on a aussi l'accompagnement en amont par la BPI qui peut aussi vous accompagner sur des notions financières. Et enfin, on va également parler de l'accompagnement. Dans l'accompagnement, on a évidemment l'APEX, on a aussi les acteurs locaux de la métropole et de la région, par l'intermédiaire par exemple de Rising Sud, ou d'autres opérateurs comme Business France qui, eux, sont également taillés et équipés pour vous dire demain, je peux vous accompagner à l'étranger, je peux vous faire une première partie prospection, je peux vous accompagner dans la compréhension même du marché pour ensuite
pouvoir se dire est-ce que mon produit ou mon service est mature pour le projet africain, pour mon projet japonais, pour mon projet même italien, allemand, peu importe. Hein. Mais la Team Business France aujourd'hui est en capacité de vous accompagner pour les premières démarches de connaissance du marché. Et enfin, je parlerai rapidement de la notion de RH. Hein. Aujourd'hui, le développement à l'international, ça se prépare. Ça se prépare aussi par la notion culturelle et ça se prépare par la notion linguistique. Donc, envoyer une équipe, c'est aussi envoyer quelqu'un qui a la capacité à pouvoir parler dans le pays, qui a la capacité de se faire comprendre, qui a la capacité de lire des contrats, de les analyser, même si derrière ils se font accompagner par des cabinets d'avocats, par des cabinets d'experts comptables, par le commissaire aux comptes. Il est nécessaire de pouvoir partir dans un pays et de parler la langue. Merci Mathieu. On le voit bien, une to-do list, une boîte à outils qui permet effectivement d'être mieux armé dans le contexte actuel où, évidemment, vous le savez, chers amis, aller rechercher des relais de croissance à l'international est plus que jamais pertinent. D'ailleurs, je voudrais souligner que lorsqu'on parle d'international, chers amis, il s'agit effectivement d'aller chercher des relais de croissance à l'étranger, mais aussi il s'agit d'import. On peut aussi sourcer grâce à l'international. L'international ne veut pas simplement dire partir loin de ses bases, cela signifie aussi sourcer différemment et augmenter ses marges par un sourcing adapté. Daniel Albagnac, bonjour. Donc, je le rappelle, vous êtes associé fondateur de Nextra Partners. Vous représentez également, au-delà de votre entreprise aujourd'hui, l'Apex. En deux mots, Mathieu Capono vient de nous parler de cette boîte à outils de l'entrepreneur qui souhaite aller à l'international ou sourcer à l'international. Lorsqu'on est à l'Apex, que vous représentez aujourd'hui, je le rappelle, comment on accompagne les entrepreneurs de la région ? Alors, c'est vrai que j'ai cette double casquette en étant membre et aussi partenaire de l'Apex. Je trouve que ce qui est intéressant chez l'Apex, c'est que c'est un accompagnement très pragmatique, dans le sens où c'est vraiment un réseau de dirigeants qui partagent son expérience à l'international. Donc, on se réunit autour de thématiques spécifiques et on va traiter avec des retours d'expérience. Et je pense que c'est vraiment le plus simple au final et le plus compliqué à la fois à avoir, c'est-à-dire aussi l'expérience et le réseau. Et c'est ça qui est un vrai différenciateur, voilà, chez l'Apex en tout cas. D'accord, rappelons-le, l'Apex c'est un club, et un club permet aux chefs d'entreprise qui souhaitent l'international, encore une fois je le rappelle, import et export de cette région, de notre région sud, peuvent échanger leur expérience et leurs bonnes pratiques. Nous reviendrons, Daniel Albagnac, avec vous tout à l'heure. Vous nous donnerez votre exemple, en quelque sorte l'historique, le track record en matière d'international de Nextra Partners. Yann Gosselin, Yann, vous êtes avec nous ? Je suis là, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend parfaitement, merci. Bonjour Yann, je le rappelle, vous êtes chargé d'affaires entreprise innovante au CIC. Alors Yann, bien souvent, avant de parler de financement parfaitement dédié à l'international, on parle souvent de réfléchir l'international dès l'amont. Alors on va peut-être faire une focale sur nos start-upers du territoire. Vous, dans les start-up que vous rencontrez, et Dieu sait si vous en rencontrez tout le temps, tous les jours, comment ressentez-vous cette notion d'international ? Est-ce qu'elle arrive très tôt dans le parcours du start-upper ? Alors oui, déjà par nature, une start-up, on a le terme anglais, on parle de POC, on parle d'MVP, on parle donc, je dirais presque naturellement, être une start-up, c'est être tourné vers l'international. Après, l'ambition internationale d'une start-up, ça serait presque un des critères ou une des composantes de la définition de ce qu'est une start-up. En même temps, ce qu'on constate, c'est que les preuves de concept, les tests donc que font les startups locales pour prouver leur modèle économique et la pertinence des solutions qu'elles ont développées se font assez régulièrement en France. Au sein de PME, d'ETI ou de grands comptes, qui elles-mêmes sont d'ailleurs souvent tournées vers l'international. Mais ensuite, ce n'est qu'après cette étape-là que le déploiement à l'international se fait. En tout cas, c'est tel que je peux moi le voir auprès de mes clients start-up et entreprises innovantes que je peux suivre. Le contact d'ailleurs avec les PME ou grands comptes ETI se fait souvent dans le cadre de stratégies de ces dernières d'open innovation qui vont clairement dans le cadre d'un accompagnement commun de la start-up qui propose ses services aux grands comptes et de ces grands comptes qui sont tournés eux-mêmes vers l'international.
Je comprends, Yann, que le réflexe international n'est pas forcément aussi bien implanté qu'on pourrait le penser dans l'esprit de nos start-upers. Vous le voyez arriver bien après le concept. Oui, oui et non. Je ne pense pas avoir déjà vu un BP qui ne parlait pas d'international. Après, c'est simplement dans les phases de développement que je m'exprimais précédemment. Je vois pas forcément de l'international en année 1, en année 2. On commence à les voir apparaître en année 3. Elles sont très souvent d'ailleurs liées. Ce déploiement à l'international, il est souvent lié à une série A, une série B, une levée de fonds qui est justement est là pour amorcer ce déploiement à l'international. C'est pas du systématisme ce que je dis, mais c'est quelque chose que l'on rencontre assez régulièrement. Merci Yann. Confirmez-vous, Yann, que nous voyons apparaître aujourd'hui des investisseurs internationaux qui viennent financer du private equity dans nos entreprises? Alors, oui. En même temps, l'écosystème de l'innovation au sens très large en France et sur Aix-Marseille est très développé. Les fonds d'investissement sont présents, que ça soit les fonds d'investissement bancaires comme Crédit Mutuel Equity, notre structure de capital investissement en matière d'amorçage d'innovation ou de capital développement d'ailleurs également, les autres filiales de banque, mais également les fonds d'investissement qui existent sur le territoire français. Les business angels sont également très présents depuis quelques années. On voit année après année des records de levée de fonds être régulièrement battus. Cette année, évidemment, 2020 est particulière avec la crise que l'on peut connaître et certains décalages, mais il y a fort à parier que ça continue. Dans certains domaines spécifiques, je pense notamment peut-être à la biotech, medtech, plutôt biotech d'ailleurs. À un certain stade de développement, on peut voir les startups aller rechercher effectivement des investisseurs aux États-Unis, par exemple, en Israël peut-être aussi, et parfois effectivement des investisseurs chinois qui sont également présents. D'ailleurs, j'en veux pour preuve un exemple simplement récent où on a un de nos bureaux de représentation qui est en Chine, qui est venu vers moi en me faisant part d'investisseurs qui avaient justement une volonté d'intervenir sur des startups dans les domaines de la biotech, sur certains d'ailleurs secteurs encore plus spécifiques. Merci, on voit bien donc, Yann, que ce mouvement s'accentue. Avant de parler de financement parfaitement dédié à l'international avec Florian Richard, je reviens vers vous, Mathieu Caponneau du groupe Crowdficorrect. Dans la période si inhabituelle que nous connaissons depuis le mois de mars dernier, le mois de février dernier, avez-vous auprès de vos clients, qu'ils soient start-up ou entreprises plus structurées, avez-vous observé un mouvement d'accélération pour aller chercher du relais de croissance ailleurs, et notamment à l'international, ou bien c'est plutôt flat parmi vos clients? Merci pour la question. Effectivement, je rejoins un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Francis. On voit deux approches qui sont faites aujourd'hui. La première, c'est effectivement l'import, donc la notion de sourcing. Le sourcing a été repensé avec ce confinement-là, puisque ça nous a permis, et ça a permis à certains de nos clients, de retravailler leur processus complet de production et de prendre en main certains dossiers qui, en général, quand on est dans une start-up, dans une TPE, dans une PME, sont toujours des projets qui sont essentiels, mais qui arrivent après un autre qui est toujours plus essentiel qu'un autre. Donc cette prise de recul qui a été nécessaire a permis de prendre un tout petit peu de recul et donc se poser les bonnes questions sur est-ce que j'ai le bon produit au bon moment avec la bonne source, et surtout se reposer des questions sur sa notion de sourcing, qui est dire est-ce que je suis dépendant d'un seul de mes fournisseurs, est-ce qu'il est dans un pays proche du mien, est-ce que je dois le réindustrialiser ou pas. Donc cette notion-là d'international a permis à certains de nos clients d'y repenser, voire pour certains de trouver des effets de levier parce qu'ils avaient de la trésorerie, et donc de pouvoir aller chercher tout de suite des produits à très bon prix, puisque l'argent et la trésorerie étant le nerf de la guerre, ceux qui y en avaient ont pu avoir des effets d'aubaine. Deuxièmement, sur ceux qui pensaient l'international mais côté export, côté implantation, pareil, l'accélération, en fait, on l'a senti plutôt à partir du mois de septembre.
le mois de mars, avril, mai a été des mois qui ont permis de retravailler son projet, retravailler sa raison d'être, retravailler son ambition par rapport à cela, retravailler aussi certains fondamentaux, et la Banque de France l'a annoncé il y a une quinzaine de jours. Bizarrement et étonnamment, la crise a eu des effets positifs sur la notation des entreprises françaises qui sont désormais un tout petit peu mieux notées que l'année précédente, en attendant effectivement d'avoir les notations qui vont arriver en 2021 sur les comptes clos en 2020. Mais aujourd'hui, la Banque de France considère que les entreprises sont un tout petit peu mieux préparées pour aller à l'international. Donc elles se sont préparées aujourd'hui, elles se sont préparées en termes d'équipe, en termes aussi de ressources et surtout en termes de vision pour pouvoir se dire il faut que j'y aille et il faut que j'accélère. Donc à partir de septembre, on a ressenti ça, avec toujours une contrainte pour autant malheureusement, qui était de dire on a une contrainte de déplacement. Donc comment est-ce que l'on peut envisager aujourd'hui d'aller sur l'international en limitant nos déplacements? Et donc on revient au premier enjeu que je parlais tout à l'heure dans cette fameuse to-do list, qui était de dire comment j'ai envie de travailler sur l'international. Est-ce que j'ai envie d'y aller seul ou conjointement, ou d'être accompagné avec une structure locale? Merci Mathieu. Donc vous nous dites finalement que cette année, nos entrepreneurs sur notre territoire ont un petit peu posé le crayon et ont réfléchi à la tactique et la stratégie, et notamment la stratégie à l'international. Merci Mathieu. Nous reviendrons vers vous, et nous reviendrons vers vous, Daniel Albagnac, pour que vous nous parliez de l'expérience Nextra Partners. Florian Richard. Florian, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, chargé d'affaires internationales au CIC. Alors, on l'a vu tout à l'heure, la to-do list, comment avoir en main les clés du succès à l'international, import ou export. Yann nous a parlé effectivement de la manière dont nos start-upers, nos entrepreneurs envisageaient l'international. Mais pour cela, il faut du financement, et en l'occurrence du financement dédié, Florian. Comment finançons l'international, à la fois import et export? Quelles sont les grandes lignes de l'accompagnement que vous proposez? Oui, donc effectivement, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, quand on est à l'international, qu'on soit dans le sens import ou dans le sens export, finalement, il y a beaucoup de boîtes à outils pour nous aider à aller conquérir des marchés ou pouvoir se sourcer. Après, une fois qu'on avance dans la transaction, effectivement, le nerf de la guerre, c'est bien souvent financer et sécuriser la transaction. Aussi bien à l'import, être certain que la marchandise que notre fournisseur va nous expédier est conforme et qu'il va bien nous l'expédier, qu'à l'export, où finalement on ne souhaite pas expédier la marchandise tant qu'on n'a pas encaissé les sommes correspondantes. Donc pour accompagner nos clients sur cette thématique-là, il existe tout un tas d'outils qui peuvent être utilisés. Et l'enjeu, c'est donc de bien préparer en amont son opération pour sécuriser cette transaction. Donc, on peut parler de la lettre de crédit, du crédit documentaire, de la remise documentaire. Ça peut être des lettres de crédit stand-by, des cautions à émettre ou à recevoir pour sécuriser les entreprises qui nous sollicitent sur ces thématiques-là. Après, pour rebondir sur ce que disait Mathieu Capuano, effectivement, l'année a permis à beaucoup d'entreprises de réfléchir sur leur sourcing, d'une part. Effectivement, beaucoup se sont aperçus qu'ils étaient sinon dépendants d'un seul fournisseur, mais au moins d'une seule région dans le monde. Donc, ça a été aussi l'occasion d'accompagner nos clients sur une réflexion plus européenne, parce qu'on a aussi un réseau, Yann Gozlan l'a évoqué tout à l'heure, de bureaux qui sont répartis dans une quarantaine de pays et qui permettent d'apporter notre soutien à nos clients sur toutes ces thématiques-là. Donc en synthèse, Florian, des outils adaptés, on l'a vu, notamment pour sécuriser les flux de nos importateurs et de nos exportateurs. Vous parliez de lettres de crédit ou de lettres stand-by. Oui, c'est du financement, mais c'est avant tout, me semble-t-il, de la sécurisation. On peut aussi mobiliser les créances sur l'étranger, me semble-t-il. Vous pouvez nous en dire deux petits mots? Exactement, oui. Donc, c'est effectivement un moyen de sécuriser la transaction, mais c'est un moyen de mobiliser. Parce que une crédit documentaire, quand on est à l'export et donc on reçoit cette lettre de crédit documentaire,
la banque est capable de mobiliser ce crédit documentaire. Et donc, on appelle ça du forfaiting de crédit documentaire. C'est donc de l'avance sur le crédit documentaire qui est ouvert en votre faveur. Il faut savoir que une mobilisation de crédit documentaire export, c'est déconsolidant, donc ça ne rentre pas dans les encours de l'entreprise puisque votre partenaire financier va prendre le risque sur la banque étrangère qui a émis cette lettre de crédit. À l'inverse, quand on est à l'import, donc on va ouvrir une lettre de crédit documentaire, ce qui va permettre donc de sécuriser l'exportateur et qui bien souvent pourra octroyer un délai de paiement à notre client. Et enfin, pour être complètement exhaustif, je dirais que sur les crédits documentaires import à échéance, donc dans lequel il y a un délai de paiement, l'établissement bancaire est aussi en mesure de mettre en place ce qu'on appelle de l'escompte de crédit documentaire import, en fait, qui correspond à la mobilisation de ce délai. Donc, on est capable de payer immédiatement le fournisseur et de débiter le compte de notre client qu'à échéance convenue. Merci donc, Florian. Donc, de BFR. Donc en synthèse, sécurisation des flux import ou export, mais aussi mobilisation de créances avec des engagements qu'on appelle hors bilan, je parle sous votre contrôle. En synthèse de cette séquence financement pur, à la fois pour Yann et à la fois pour Florian Richard, je dirais il faut en parler très vite, très tôt, dès lors que l'on a le souhait d'une internationalisation de son activité à son banquier, il a les bons outils. Et on reviendra tout à l'heure avec vous, Yann Gosselin, pour que nous confirmiez effectivement qu'il vaut mieux éviter de financer avec de la dette court terme domestique, son bas de bilan, de l'international, parce que ça peut être dangereux, on y reviendra. Avant de donner la parole à Serge Rouki pour IBM, et on va parler là d'une société de financement complémentaire aux banques, puisque c'est une société de financement dite captive, je reviens à vous, Daniel Albagnac. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'APEX et de la manière dont elle accompagne le club, les entreprises de notre région. Vous-même, vous êtes associé fondateur de Nextra Partners. Quelques mots de présentation sur votre entreprise et comment avez-vous osé l'international et quelle année aujourd'hui la synthèse? D'accord, merci. Donc je vais vous parler plutôt les associés de Nextra Partners. On a tous en fait un background à l'international. Moi-même, j'ai pas mal baroudé en Asie quand j'ai commencé ma carrière en financement de projet. J'ai baroudé entre l'Inde, entre Tokyo, entre Singapour. Et ce qui m'a frappé, c'est vraiment en fait le modèle de certaines entreprises qui, justement, dès le modèle économique, intégraient complètement l'international. C'est le cas, par exemple, en Europe de Skype, qui utilise un bureau... un bureau de représentation commerciale au UK, qui utilisait le SAV plutôt en Estonie. Donc voilà, c'est de faire de l'international en fait une force à travers l'écosystème et de gagner justement une agilité organisationnelle. Et c'est un peu ce qu'on essaye de pousser chez Nextra Partners, justement en stratégie et finance, sur ces volets-là. Oui, allez-y, vous parlez de réseau, allez-y. En stratégie finance, c'est vraiment ce qu'on essaie de pousser, c'est que, encore une fois, mais comme tous les collaborateurs ici en parlaient, c'est vraiment d'identifier dès la vision stratégique à 5 ans, à 10 ans, cet axe-là qui doit être vraiment aujourd'hui, c'est plus un problème, l'international, c'est vraiment une solution. Et c'est aussi ce qu'on pousse aussi chez nos clients, par exemple, quand ils nous parlent de lever des fonds en capital, c'est de leur dire qu'on sait très bien qu'il va y avoir des enjeux très forts sur l'international dans leur modèle économique, qui vont devoir y aller rapidement, et que sur certains types d'actifs, comme le hardware, il faut commencer très en amont, en stratégie financière, à commencer à identifier en fait les partenaires idéal clés, comme des business angels, des fonds qui vont financer par exemple le hardware, mais aussi surtout qui vont leur donner accès en fait à un marché. Parce que l'accès au marché, c'est vraiment c'est très risqué, il faut le connaître, il y a tellement de variables à maîtriser, donc c'est vraiment sur ces aspects-là qu'on essaie d'intervenir. Et encore une fois, c'est aussi aux côtés de l'APEX qui donne aussi ces insights en fait, de manière très pragmatique sur l'international. Merci Daniel Albagnac. Je rappelle à vous tous qui nous suivez sur le Facebook Live ou sur la chaîne YouTube de La Coque et de Minisoft que vous pouvez poser à tout moment vos questions
aux intervenants. J'aurai le plaisir de les poser, évidemment, à la fin de cette séquence. N'hésitez pas à poser vos questions. Serge Rouki, bonjour. Êtes-vous là, Serge ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement, Serge. Merci d'être avec nous. Vous êtes, Serge Rouki, le directeur client financing pour IBM. En d'autres termes, Serge, vous financez les grands projets de vos clients pour IBM. Voilà qui est intéressant. Et je parlais tout à l'heure d'une société de financement dite captive. Vous allez d'abord nous expliquer ce que cela signifie et comment on peut financer les grands projets informatiques, immatériels et matériels de ses clients lorsqu'on est chez IBM. Alors, c'est donc IBM Global Financing, on désigne par captive des sociétés qui font partie des groupes, qui font partie du groupe. Donc, nous, on est IBM Global Financing, une division qui a été créée il y a une quarantaine d'années. On est intégré dans le groupe IBM et la vocation est de supporter la diffusion de la technologie et d'aider à faciliter les grands projets. Donc, donc ça, c'est un objectif premier. Derrière, on a beaucoup évolué. Ce que l'on faisait il y a une quarantaine d'années n'a plus beaucoup à voir avec les projets technologiques d'aujourd'hui. Donc, on est toujours le premier acteur au niveau du financement de la technologie au niveau mondial. Et ce que l'on fait, les types de projets que l'on a aujourd'hui, c'est des projets de type blockchain, toujours les infrastructures, également tout ce qui est grand serveur, mais aussi les projets d'intelligence artificielle, comment on l'utilise dans certaines initiatives qui sont faites. On a également tout ce qui tourne autour de la sécurité. On a les renouvellements technologiques pour diffuser des innovations, hein, typiquement des grands serveurs qui savent traiter des centaines de milliers de transactions par seconde. On annonce une innovation pour, en même temps qu'ils fassent ce type de traitement, qu'ils fassent des cryptages de bout en bout des données pour les protéger. Après, donc, on fait une rénovation technologique. Après, derrière, on a une nouvelle annonce qui permet à ces serveurs-là de résister à des attaques quantiques, ce genre de choses. Donc là aussi, on a tout un tas d'offres qui sont adaptées pour faciliter ce type de transition. Et on a également, en ligne de mire, aider nos utilisateurs à utiliser les données qu'ils ont chez eux. Aujourd'hui, 80% des données sont toujours au sein des entreprises. Il n'y en a que 20% qui sont dans le cloud. Donc, c'est ouvrir les systèmes d'exploitation pour aider à tirer de la valeur. Comme l'on dit, la donnée va être le charbon du 21e siècle. Donc, comment on arrive à exploiter mieux ces données qui sont parfois prisonnières de programmes, donc avec des API, des microservices, essayer de les sortir de là pour les mettre, par exemple, sans faire un clin d'œil à nos amis de CMA-CGM, dans des containers pour faciliter la maintenance, pour faciliter l'orchestration et également, je pense à l'international, pour pouvoir faire des développements de ce type-là, containerisés et qui puissent tourner quel que soit le système que l'on a dans les pays sur lesquels on veut se déployer, ou alors sur du cloud, ou sur des systèmes locaux, ce genre de choses. Donc ça, c'est le genre de thème sur lequel on est. Et notre travail là-dedans, c'est donc de faciliter, à travers tout un tas de mécanismes et d'offres, de tirer parti à la fois de cette connaissance de la technique et de la technologie, et des éléments financiers qui peuvent aider, comment on profite de ça pour aider tous les utilisateurs. Merci Serge. Je comprends donc qu'à l'instar d'un groupe automobile, par exemple, vous soutenez vos ventes par un financement adapté, une brique de financement pour financer les grands projets que vous vendez à vos clients. Alors effectivement, une société dite captive, comme vous venez de nous la décrire, vient en complément du financement bancaire traditionnel, puisque bien souvent, le monde bancaire traditionnel, et je ne veux pas trahir de secret, mais Yann et Florian seront sans doute d'accord avec moi, il est difficile pour une banque dite traditionnelle de détail de financer de l'immatériel ou bien du matériel informatique dont on sait qu'il a une forte obsolescence. Quelles sont les techniques que vous appliquez? Comment faites-vous pour financer cela? Alors, sur tout ce qui est matériel, on a toujours quelque chose qu'on a développé par le passé. Comme on a une connaissance de la technologie, de la durée de la vie de technologie, on sait prendre des valeurs résiduelles. Donc, à partir de ce moment-là, on sait offrir
je prends un exemple, hein, vous avez besoin d'un serveur, vous savez que vous allez l'utiliser 36 mois, après vous aurez un remplacement qui va être effectué, on va vous proposer une offre de location constructeur avec valeur résiduelle, donc qui sera moins cher qu'une acquisition que vous allez financer sur du 5 ans, après il va falloir, pour la faire évoluer, sortir de ce contrat-là, bon, voilà. Donc ça, c'est typiquement des offres de location. Cette offre de location, elle est aussi disponible pour l'immatériel, c'est-à-dire les droits d'utilisation en matière de logiciels. Donc on sait évidemment vendre et vous faire acquérir aux utilisateurs des droits d'usage, mais on sait aussi lisser quelque part ces droits d'usage. Donc ça, ce sont des techniques qui existent. Enfin, pour les grands projets, on sait faire deux choses, je dirais. On sait faire des constructions assez sophistiquées sur des développements applicatifs faits par les services d'IBM, qui développent de la propriété intellectuelle et qui peuvent à son tour être considérés comme des assets et les lisser. Et on sait également mettre en phase des projets au niveau des plans de financement et de repaiement. On sait les mettre en ligne avec le retour sur investissement, ce qui permet de démarrer tout de suite un projet, de le lisser dans le temps, de ne pas avoir le payer tout de suite, et de pouvoir avoir les bénéfices du projet en même temps que l'on a les flux de paiement qui arrivent. Donc ça aussi, ça permet de démarrer très rapidement des initiatives sans avoir nécessairement le cash ou la trésorerie disponible, puisqu'on replanifie ça budgétairement sur les années et les exercices à venir. Merci Serge Rocky. On voit bien que c'est bien en complément de la banque dite de détail traditionnelle que vous intervenez pour les clients d'IBM. Je reviendrai à Yann Gosselin. Yann, je parlais tout à l'heure du risque de financer de l'international par de la dette domestique, on va la dire comme ça, ou de la trésorerie domestique. Est-ce que vous voyez ce mouvement? Comment on peut éviter ce risque quand on est entrepreneur? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière la question, mais je fais le lien avec... oui, aujourd'hui, Yann, nos entreprises, dans cette période si inhabituelle, nos entreprises, finalement, on peut le dire comme ça, ont du cash. Elles ont été aidées, elles ont de la trésorerie. Est-ce que le risque n'est pas d'aller financer de l'international avec cette trésorerie-là? D'accord. J'allais faire le lien avec les PGE peut-être, si c'est peut-être une question induite, ou avec une remarque qui a été faite tout à l'heure de la bonne cotation. Je crois que c'était Mathieu Caponneau qui en faisait part des entreprises françaises au regard de ce qui se passait à l'international. Il est certain que le soutien financier que l'État a permis aux banques de consentir, ou on peut le prendre dans l'autre sens aussi, hein, évidemment, par les PGE, a généré, c'est le constat que l'on fait toujours aujourd'hui, des dépôts bancaires et une trésorerie qui, pour l'instant, permet de passer le cap. Les prêts de garantie d'État, prêts garantis par l'État, on fait croître évidemment nos encours de financement. On n'a pas fait que du PGE ces derniers mois et heureusement, et on continue à financer de l'investissement et également d'ailleurs de l'immatériel. Je fais le rebond, Francis, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, dans le financement des startups. On sait financer de l'immatériel aussi dans certains cas. L'immatériel lorsqu'on est banquier. Pardon, Yann, on finance aussi de l'immatériel lorsqu'on est banquier de détail? Oui. Si on est sur une clé de lecture des dossiers d'innovation, enfin si je prends mes dossiers de start-up aujourd'hui, encore une fois, quand je mets en place des moyens termes, c'est souvent en parallèle d'une levée de fonds. On parle d'effet de levier de la dette bancaire liée à la levée de fonds. C'est cet ensemble-là qui est destiné à financer un développement au sens large. Et donc, on est souvent sur de l'immatériel. Alors, on va analyser d'autres choses. Je vais pas prendre trop de temps sur les critères d'analyse des dossiers, mais de fait, c'est possible dans le cadre que je viens de vous indiquer. Les PGE en eux-mêmes, ils ont eu une affectation directe pour certains, en fonction des secteurs d'activité malheureusement, mais dans un grand nombre de cas, la trésorerie n'a pas été
consommées, celles issues des PGE, ou en tout cas partiellement, et les entreprises sont encore dans l'attente de savoir ce qu'elles vont faire de ces fonds. Soit le rembourser, alors est-ce que c'est 20%, 30% des entreprises qui rembourseront les avances faites par les issues des PGE délivrées par les banques, rembourser totalement ou partiellement, soit d'amortir pendant encore 5 ans et avec la possibilité dans ces 5 ans d'avoir une année supplémentaire de franchise. Mais il se peut qu'il y ait de la trésorerie résiduelle qui soit affectée effectivement à du financement de croissance, alors qu'à l'origine le PGE n'était pas destiné à ça, puisqu'il était destiné à pallier la perte de chiffre d'affaires liée aux périodes de confinement, etc. Merci Yann. Florian Richard, je le rappelle, vous êtes chargé d'affaires internationales au CIC. Vous avez rapidement abordé tout à l'heure le réseau. Il est important, et M. Albagnac nous l'a dit tout à l'heure, s'appuyer sur un réseau lorsqu'on va loin de ses bases, ne pas perdre l'ancrage. Comment se caractérise le réseau CIC ? Je ne vous entends pas, Florian. Vous avez coupé votre micro. Vous revoilà. Voilà. Vous m'entendez ? C'est bon. Ouais. Oui, donc effectivement, au CIC, on a la chance d'avoir un réseau de bureaux sur laquelle on peut s'appuyer. Donc, c'est un réseau qui est exploité par une structure qui s'appelle AidExport, structure qui d'ailleurs est éligible au chèque relance export du gouvernement et qui en fait est composée d'une quarantaine de bureaux répartis un petit peu dans le monde entier. Ce sont des salariés du CIC qui travaillent dans ces bureaux. Ce sont des personnes qui sont bilingues, donc qui parlent la langue du pays. C'est effectivement très important d'avoir quelqu'un sur place qui parle français et la langue du pays. Ce sont pas des banquiers, ils ne traitent pas d'opérations bancaires courantes, type remise de chèques, etc. Ce sont vraiment des personnes qui sont intégrées dans le réseau de tissu industriel local et qui sont là pour mettre du lien, pour faciliter le travail de nos clients. Que ce soit dans le cadre d'une recherche de fournisseurs, vous en parliez tout à l'heure, puisqu'on est capable d'aller identifier et vérifier la qualité d'un fournisseur en local. Ça peut également être une prestation de recherche de distributeurs. Ça peut être de l'aide à l'implantation d'une filiale, l'ouverture d'un compte. Voilà, c'est vraiment toutes ces prestations-là qu'on met à disposition de nos clients. C'est de l'investissement, donc c'est du temps gagné aussi pour toutes ces entreprises qui veulent aller à l'export, alors que ce soit en Europe ou sur le grand export. Merci Florian. En synthèse, évidemment, un accompagnement adapté nous paraît la meilleure des bonnes pratiques. Mathieu Caponneau, je le rappelle, vous êtes président du groupe Crao-Ficorect. Vous parliez tout à l'heure dans votre introduction des aides de l'État dans le cadre du plan de relance. Quelles sont les grandes lignes de ce plan de relance ? Alors, dans le plan de relance, aujourd'hui, qui est déjà éligible, puisque c'est depuis le début du 4e trimestre 2020 et également pour 2021, le plan de relance export, l'État a mis en place 3 chèques, et Florian en a parlé très rapidement, a mis en place 3 chèques possibles de remboursement d'avance de frais pour les entreprises. 3 chèques à hauteur de 1 500 €, 2 000 € et 2 500 € qui vont dans le cadre du plan de relance et surtout en accompagnement de la team France Export. Donc ce sont tous les événements qui sont liés à la team France Export qui sont éligibles à ces 3 chèques. Le premier chèque, donc 1 500 €, c'est un accompagnement en cas de prestation collective et d'accompagnement collectif de sa boîte avec d'autres boîtes, la plupart du temps pour se dire est-ce que je vais commencer ma prospection avec 1 ou 2 entreprises sur un territoire donné. La deuxième, c'est donc 2 000 € pour un accompagnement plus personnalisé, individualisé, et là on va aller sur toutes les problématiques RH, de communication, d'installation dans un pays, et ce que Florian a rappelé tout à l'heure, la structuration juridique. Et la troisième, c'est un chèque de 2 500 € pour également prépayer la participation à des salons internationaux sous le pavillon France. Donc vous aurez la possibilité de le demander par le biais de Team France Export, un remboursement d'une partie de vos frais, tout ou partie en fait, jusqu'à 2 500 €. Donc,
Mathieu. Voilà, donc ce sont les trois éléments clés. Et effectivement, après, en général, on a des effets de levier qui sont donnés par les partenaires bancaires et ou la BPI. Merci Mathieu. Donc pour accéder à toutes ces aides, on en parle à son expert comptable, je suppose. Vous confirmez ? Absolument. Bon, merci. 2 mots sur la BPI aussi, vous l'avez tout à l'heure rapidement abordé. Alors la BPI, oui. Aujourd'hui, la BPI, par le biais de la reprise de l'activité de Coface, l'ancienne Coface, aujourd'hui, BPI est forcément un acteur à côté ou un partenaire à côté du partenaire bancaire traditionnel. Et comme je le disais, BPI aujourd'hui a 51 produits d'accompagnement au financement à l'international. Et ça va de l'avance à l'avance de trésorerie, ça va de la couverture de prospection, ça va même à de l'assurance sur de la prospection. Donc globalement, après avoir utilisé le premier chèque et ou le deuxième lié donc à l'accompagnement individuel personnalisé, voire le pavillon France, BPI est capable aussi d'avoir une assurance prospection et donc de vous couvrir 100% de vos charges avant de pouvoir s'installer à l'international. Donc on voit que sur toute la chaîne de valeur et sur toute la chaîne de financement, et Francis, vous en parliez tout à l'heure, financement de haut de bilan, bas de bilan, en fait comment est-ce que je fais du cash management, comment je gère ma trésorerie et je fais en sorte soit d'utiliser l'excédent de cash flow et ou d'aller chercher des financements complémentaires. Dans ces financements complémentaires, on a de l'assurantiel, de la garantie et de la dette. Et donc, par le biais de ces 3 volets-là, on peut aussi gérer au mieux l'ensemble de sa structuration financière. Et donc, on fait aussi écho avec ce que vous disiez, qui était de dire l'international, sauf coût à faire, sauf une opération particulière, ça se prépare. Et ça se prépare aussi sur l'ensemble de ces aspects financiers. Merci Mathieu. Nous sommes pratiquement au terme de cette table ronde. Le temps passe très vite. Je vais donner, si vous m'y autorisez, une petite synthèse qui vous permettra, chers amis, vous 4, vous 5, de préparer en une phrase, un mot, votre conclusion. La question est, je suis un entrepreneur, je veux oser l'international, que ce soit import ou export. Allez, quelle est la clé du succès? Et chacun y répondra. Je vous laisse le temps d'y réfléchir en proposant cette synthèse, chers amis. D'abord, l'international, import ou export, aller chercher ce relais de croissance, que ce soit dans un sourcing adapté ou un relais de croissance à l'étranger, ça se prépare, un accompagnement adapté par son banquier, son club Apex si on le souhaite, ou bien une société captive si on doit aller financer beaucoup d'immatériel ou un grand projet, et évidemment son expert comptable. Donc, un accompagnement adapté. 2, une vraie réflexion dans toutes les fonctions support de l'entreprise. Quel budget, quelle stratégie financière, quelle stratégie RH, dois-je faire une filiale? Est-ce que je l'intègre dans ma structure? Quel est mon core business? Et comment cela va nous permettre d'aller chercher un relais de croissance? Et ensuite, le financement adapté, nos amis du CIC l'ont dit, évidemment. Allez, on est presque à la conclusion de cette table ronde. Je vais commencer par Serge Rocky. Serge, un petit mot pour nous dire, allez, le conseil qu'il faut pour l'entrepreneur qui ose l'international. Serge Rocky. Moi, je dirais qu'il regarde au niveau de son système d'information pour couvrir les flux, les données, les informations, le suivi de toutes ces transactions et de tout ce qu'il doit mettre en œuvre. Et que ça soit flexible et avec un résultat immédiat pour savoir ce qui se passe et pour le pilotage. Et donc, oui, pardon. Avec un financement ou pas. Voilà. Oui. Et donc, un système d'information agile et adapté. Merci. Yann Gosselin, pour le CIC, chargé d'affaires, entreprise innovante. Alors, changer d'échelle et passer à l'international, c'est extraordinaire. Pas seul, accompagné, et les différents acteurs du tour de table l'ont bien défini. Juste une chose, le poste client, c'est le carburant de l'entreprise. On en a parlé indirectement, mais je voulais quand même conclure sur ce point-là en disant ça se contrôle, un poste client, ça se vérifie, ça se finance, ça se prévoit. Il y a vraiment beaucoup de sujets autour de cet aspect-là aussi. Merci Yann. Florent Richard, chargé d'affaires internationales au CIC. En un mot, en une phrase. Une phrase, donc effectivement, aller à l'international, ça se prépare, c'est un investissement. Et comme tout investissement, avant d'être rentable, c'est un coût. Donc il faut bien préparer ce coût, budgéter tout ça et préparer effectivement la sécurisation et le financement de ces transactions. Ne pas être surpris, c'est la synthèse que je vous propose. Daniel Albagnac, en une phrase. Bien définir sa vision, ses objectifs, en découler des stratégies et le faire transpirer dans son modèle économique. Stratégie, parfait, merci Daniel. Mathieu Caponneau,
Allez, votre dernière punchline de la journée. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à l'entrepreneur qui ose de l'international? Mathieu. Florian a piqué mon idée, donc je vais devoir en improviser une deuxième, mais je le rappelle, l'investissement, l'international, c'est un investissement, ça ne s'improvise pas, ça se prépare, et si aujourd'hui on est tous réunis et vous nous regardez, c'est que vous faites partie d'un écosystème. Donc pensez à l'écosystème, pensez à Made in Soft, pensez à l'APEX, pensez à votre partenaire bancaire, pensez à vos conseillers aussi, avocats, experts comptables. Faites-vous accompagner, faites-vous aider. Aujourd'hui, l'international, c'est votre relais de croissance de demain. Mathieu, merci. Serge, Florian, Yann et Daniel, merci d'avoir participé à cette table ronde sur le thème commun de l'international et du financement. À très très bientôt. Merci.